je m'appelle Robin Walker, j'ai 34 ans, et je dirige une entreprise de technologie valant plusieurs millions de dollars, que j'ai bâtie de toutes pièces. Il y a 12 ans, cependant, je n'étais qu'un gamin avec un sac à dos, debout sous la pluie, après que mes parents m'aient mis à la porte pour tout consacrer à ma sœur chérie, Amanda. Aujourd'hui, ils sont sans abri après qu'elle ait vidé leur compte et disparu. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque mes parents, désespérés, ont frappé à ma porte après la trahison de ma sœur, dites-moi d'où vous regardez, et abonnez-vous si les drames familiaux vous touchent de près. En grandissant dans la banlieue de Boston, au Massachusetts, ma vie a commencé de manière relativement normale. Notre famille de classe moyenne vivait dans une modeste maison de 3 chambres. Mon père travaillait comme responsable de compte dans une compagnie d'assurance locale, et ma mère enseignait à temps partiel à l'école primaire. J'ai été leur enfant unique pendant 4 ans. Même s'ils n'étaient jamais des parents excessivement affectueux, je me souviens de m'être senti en sécurité et raisonnablement heureux. Tout a changé à la naissance d'Amanda. Dès l'instant où mes parents l'ont ramenée de l'hôpital, enveloppée dans une couverture rose, avec un petit bandeau à nœuds qui avait l'air ridicule sur son crâne chauve, la dynamique familiale a changé du tout au tout. Mon père, habituellement réservé et quelque peu distant, se transformait autour d'Amanda. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il la tenait dans ses bras, roucoulant et faisant des grimaces que je n'avais jamais vues diriger vers moi. « Elle va briser des cœurs », disait-il fièrement aux visiteurs. « Regardez ses yeux, elle va être quelqu'un de spécial. » Alors qu'Amanda passait du statut de nourrisson à celui de tout petit, le favoritisme est devenu plus prononcé. Ma mère, qui avait toujours été pratique et mesurée avec moi, est devenue excessivement indulgente avec Amanda. Quand j'ai eu 7 ans, et Amanda 3, ma fête d'anniversaire fut une affaire simple, avec un gâteau acheté en magasin et quelques enfants du quartier. 2 mois plus tard, l'anniversaire d'Amanda était caractérisé par des décorations professionnelles, un clown engagé, et ce qui semblait être tous les enfants du quartier. « Ta sœur est plus sociable », m'a expliqué ma mère lorsque j'ai demandé pourquoi ma fête avait été si petite. Elle a besoin de cette attention supplémentaire. À l'âge de 10 ans, j'avais appris à vivre en arrière-plan de notre vie de famille. Les concours de beauté et les spectacles de danse d'Amanda dominaient nos week-ends et nos conversations familiales. La porte du réfrigérateur, qui portait autrefois mes réussites scolaires, est devenue progressivement un sanctuaire pour les trophées de participation et les photos de concours d'Amanda. Mes bonnes notes étaient devenues attendues plutôt que célébrées, tandis que les notes tout juste suffisantes d'Amanda étaient traitées comme des réussites remarquables. « Robin, aide ta sœur avec ses devoirs », disait ma mère. « Tu es si bon en maths, et elle a du mal. » Au début, cela ne me dérangeait pas d'aider, mais au fil des années, il est devenu clair qu'Amanda n'avait pas de difficultés. Elle n'essayait tout simplement pas. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Ses battements de cils et ses crises dramatiques suffisaient à faire courir mes parents pour résoudre tout problème qu'elle rencontrait. Un souvenir particulièrement douloureux remonte à mes 12 ans. Après des mois de préparation, j'ai remporté la première place du Salon régional des sciences avec un programme informatique que j'avais codé moi-même. C'était ma plus grande fierté, et le juge, un professeur du MIT, m'avait même donné sa carte et m'avait encouragé à rester en contact pour de futures compétitions. Ce même week-end, Amanda avait un petit rôle dans un spectacle de ballet local. Elle a manqué plusieurs pas et était visiblement désynchronisée avec les autres danseurs, mais mes parents ont filmé toute la performance et ont applaudi assez fort pour embarrasser tout le monde autour d'eux. En rentrant à la maison, mon père a sabré le champagne, qu'il a bu avec ma mère, tandis qu'Amanda et moi avions du cidre pétillant, pour célébrer notre petite étoile. Mon trophée du Salon des sciences est resté sur la table basse, sans être mentionné, jusqu'à ce que je le prenne pour l'emmener dans ma chambre. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu mon père au téléphone avec ma grand-mère. Amanda était absolument magique sur scène aujourd'hui. Elle a un vrai talent, maman. Les autres enfants n'étaient rien comparés à elle. Pas un mot sur ma réussite. À 14 ans, j'étais devenu presque entièrement autonome. J'ai commencé à travailler après l'école à l'atelier de réparation informatique local, en partie pour en apprendre davantage sur la technologie, mais surtout pour échapper à l'atmosphère étouffante de la maison. Monsieur Grayson, le propriétaire de l'atelier, est devenu un mentor pour moi, bien plus que mon père ne l'a jamais été. Il m'a appris non seulement à réparer des ordinateurs, mais aussi l'éthique des affaires et le respect de soi. « Tu as une bonne tête, gamin », disait-il, et des mains qui savent ce qu'elles font. Cette combinaison te mènera loin. J'ai commencé à économiser de l'argent, sentant déjà à l'époque que j'en aurais besoin pour tracer mon propre chemin.
Alors que mes parents vidaient leur compte pour financer les cours de mannequinat, les costumes de concours et les ateliers de développement de carrière d'Amanda, dont la légitimité était douteuse, je construisais mon propre filet de sécurité, dollar par dollar. À 16 ans, j'ai créé ma première application, un programme simple qui aidait les entreprises locales à planifier et suivre les heures de travail des employés. Elle a rapporté 5 cents le premier mois. Je n'ai jamais parlé de ce succès à ma famille, sachant d'une certaine manière qu'il serait soit ignoré, soit détourné pour profiter à Amanda. Au lieu de cela, j'ai réinvesti l'argent dans de meilleurs équipements et des livres sur la programmation. Le coup de grâce porté à toute illusion d'équité parentale est survenu lors de ma première année de lycée. Je faisais des recherches sur les universités, me concentrant sur les programmes d'informatique offrant de bonnes opportunités de bourse. Un soir, j'ai surpris mes parents en train de discuter de finances à voix basse à la table de la cuisine. Nous allons devoir utiliser une partie du fonds universitaire de Robin, disait ma mère. L'agence de mannequinat dit qu'Amanda a besoin de photos professionnelles et d'une formation sur podium si elle veut réussir à New York après l'obtention de son diplôme. Et l'école de Robin, demanda mon père, bien que son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Robin est intelligent. Il obtiendra des bourses, a rétorqué ma mère de manière désinvolte. De plus, l'opportunité d'Amanda, c'est maintenant. Elle ne peut pas attendre, sinon elle manquera sa chance. Robin peut toujours prendre une année sabbatique ou aller au collège communautaire d'abord. Je suis resté figé dans le couloir, une froide réalisation m'envahissant. Le fonds universitaire que mes grands-parents avaient créé pour moi à ma naissance, celui auquel mes parents étaient censés avoir contribué toutes ces années, était sacrifié pour les chimères de mannequinat d'Amanda. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je réussirais si brillamment que je n'aurais pas besoin de leur soutien. Je trouverais un moyen de m'en sortir à mes propres conditions. Le lendemain, j'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver et j'ai augmenté mes heures à l'atelier informatique. Monsieur Grayson, voyant ma détermination, m'a donné plus de responsabilités et des travaux de réparation de niveau supérieur, qui étaient mieux rémunérés. Quoi que ce soit qui te motive, gamin, utilise-le, m'a-t-il conseillé. Mais ne le laisse pas te consumer. Je ne lui ai pas parlé de ce que j'avais entendu. Je n'ai rien dit à personne. Au lieu de cela, j'ai canalisé toute ma douleur et ma déception dans la construction de mon plan d'évasion. En terminale, mes notes étaient parfaites. Mes résultats au SAT étaient dans le centile supérieur, et j'avais développé 2 autres applications qui généraient des revenus modestes mais croissants. Amanda, quant à elle, échouait à ses cours, mais était étrangement toujours en mesure d'obtenir son diplôme. Mes parents avaient engagé des tuteurs pour elle et avaient rencontré à plusieurs reprises les administrateurs scolaires pour garantir des aménagements spéciaux pour leur fille exceptionnellement douée. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant. J'ai réussi malgré leur négligence, tandis qu'Amanda luttait malgré leur soutien excessif. Les fondations étaient posées pour le point de rupture inévitable qui arriverait bien trop tôt. La journée de remise des diplômes du lycée aurait dû être l'un des moments les plus fiers de ma vie. Après des années de travail acharné, j'obtenais mon diplôme de major de promotion avec une bourse complète pour le Massachusetts Institute of Technology, MIT. La matinée a commencé par moi, répétant mon discours devant le miroir de la salle de bain, un discours sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines, distillant des leçons sur la persévérance et la confiance en soi que j'avais apprises à la dure. Mes parents étaient censés être à la cérémonie à 9 h du matin pour le petit déjeuner spécial honorant les meilleurs élèves et leurs familles. J'ai attendu près de l'entrée, regardant les autres étudiants saluer leurs parents rayonnants. À 9 h 30, j'ai accepté qu'ils ne viendraient pas, et je suis entré seul. Monsieur Grayson, qui avait fermé son atelier pour y assister, m'a sauvé une place à sa table. C'est leur perte, gamin, a-t-il dit brusquement, me tapant sur l'épaule. Ce n'est que juste avant la cérémonie principale que mes parents sont finalement arrivés, l'air harassé et sans aucune excuse. Amanda a eu une urgence, a expliqué ma mère, le souffle coupé, alors qu'ils trouvaient leur siège. L'agence de mannequinat a appelé pour une opportunité de casting de dernière minute. Nous avons dû la conduire en ville ce matin. A-t-elle eu le travail, ai-je demandé, sachant déjà ce qui comptait pour eux. Pas encore, mais l'agent a dit qu'elle avait fait une excellente impression, a répondu fièrement mon père. Ils rappelleront la semaine prochaine. Ils n'ont jamais posé de questions sur le petit déjeuner qu'ils avaient manqué, ni sur le discours que j'allais bientôt prononcer. Quand mon nom a été appelé en tant que major de promotion, Monsieur Grayson a sifflé bruyamment. Mes parents ont applaudi poliment,
mais je les ai surpris en train de vérifier leur téléphone à plusieurs reprises pendant mon discours. Plus tard à la maison, j'ai essayé de partager mon enthousiasme à propos de la bourse du MIT. C'est bien, chérie, a dit ma mère, distraite. Mais écoute ça. Amanda pourrait avoir une chance d'obtenir un contrat de mannequinat à New York. La soirée entière est devenue centrée sur la potentielle carrière d'Amanda, mon père parlant déjà d'appartements à Manhattan et de la manière dont il pourrait avoir besoin d'investir dans son avenir. Ma bourse complète pour l'une des universités techniques les plus prestigieuses du monde n'était qu'une note de bas de page dans le récit familial. Cet été-là fut tendu et solitaire. J'avais 2 emplois, le matin à l'atelier informatique et le soir dans un restaurant local, économisant chaque centime pour les dépenses que la bourse ne couvrirait pas. Pendant ce temps, Amanda papillonnait entre les appels de casting et les virées shopping, chacune financée par mes parents de plus en plus endettés. En juillet, j'ai découvert jusqu'où ils étaient allés pour soutenir les ambitions d'Amanda. Une lettre de la banque est arrivée alors que mes parents conduisaient Amanda à une autre audition. La curiosité l'a emportée, et je l'ai ouverte pour découvrir qu'ils avaient contracté une 2e hypothèque sur notre maison, 200 000 $. Presque toute la valeur nette qu'ils avaient accumulée pendant 20 ans était maintenant drainée. Quand ils sont rentrés à la maison, je les ai confrontés avec la lettre. « Tu as ouvert notre courrier » a claqué ma mère, arrachant le papier de mes mains. « Vous avez hypothéqué la maison, pourquoi faire » ai-je exigé, même si je connaissais déjà la réponse. « Occupe-toi de tes affaires » a grogné mon père. Nous sommes les parents. Nous décidons comment gérer nos finances. C'est pour le lancement de la carrière d'Amanda, a finalement admis ma mère. Ces opportunités n'arrivent pas tous les jours. L'agence a besoin de capital pour le développement de son portfolio, la formation sur podium et les frais de placement. On dirait une arnaque, ai-je dit sans détour. Vous ont-ils garanti un quelconque travail de mannequinat réel ? Tu as toujours été jaloux du potentiel de ta sœur, a explosé mon père, le visage rouge. Elle a une vraie chance de faire quelque chose de spécial. Que voudrais-tu que nous fassions ? L'ignorer parce que tu ne supportes pas de la voir réussir ? J'ai travaillé pour tout ce que j'ai accompli, ai-je rétorqué, essayant de garder ma voix stable. J'ai gagné ma bourse par un travail acharné. J'ai économisé pour les dépenses universitaires en ayant 2 emplois. Pendant ce temps, vous jetez de l'argent dans une industrie connue pour exploiter les filles naïves et leurs familles. Ça suffit, a interrompu ma mère. Soit tu soutiens les rêves de ta sœur, soit. Elle s'est tue, mais son implication était claire. Soit quoi, ai-je défié. Soit je ne fais pas partie de cette famille ? Parce que j'ai l'impression de ne plus en faire partie depuis longtemps. La dispute a dégénéré. Des années de ressentiment refoulé se sont déversées alors que je détaillais le favoritisme constant, le rejet de mes réussites, le drainage de mon fonds universitaire. Mes parents ont esquivé, justifié, et finalement attaqué. Si tu ne peux pas être heureux pour ta sœur, peut-être devrais-tu partir, a dit ma mère froidement. Cette négativité est nuisible à sa confiance. Je pars de toute façon dans quelques semaines, ai-je répondu, faisant référence à mon départ pour l'université. Peut-être devrais-tu partir maintenant, a dit mon père, sa voix dangereusement calme. Si tu penses que nous sommes de si terribles parents, pourquoi attendre ? J'ai cru qu'il bluffait, utilisant une menace pour clore la dispute. J'avais tort. Sors, a-t-il continué, pointant la porte. Prends ce que tu peux emporter et va-t'en. Quand tu auras appris la gratitude, et que tu auras cessé d'essayer de retenir ta sœur, peut-être pourras-tu revenir. Ma mère se tenait à côté de lui, les bras croisés, son expression inébranlable. Nous t'avons tout donné, Robin, et tout ce que tu fais, c'est critiquer et miner la seule chance de succès de ta sœur. Sous le choc, je me suis réfugié dans ma chambre et j'ai saisi mon sac à dos. J'y ai fourré des vêtements essentiels, mon ordinateur portable, mon disque dur contenant tous mes projets de codage, et l'argent liquide que je gardais caché dans le tiroir de mon bureau. Dieu merci, j'avais gardé la majeure partie de mes économies sur un compte bancaire auquel il ne pouvait pas accéder. La pluie avait commencé à tomber lorsque j'ai franchi la porte d'entrée. Aucun des 2 parents n'a essayé de m'arrêter. Aucun n'a appelé ou montré le moindre signe de reconsidération. La dernière chose que j'ai entendue, c'est ma mère dire « Il va se calmer et reviendra s'excuser demain ». Mais je ne suis pas revenu pour m'excuser. Cette nuit pluvieuse a marqué la fin de ma vie en tant que leur fils et le début de ma vie en tant que ma propre personne.
J'ai marché 6 kilomètres sous l'averse jusqu'à la maison de mon ami Jake, trempé jusqu'aux os et engourdi par l'incrédulité. Ses parents, contrairement aux miens, m'ont regardé sur leur porche et m'ont accueilli à l'intérieur sans hésitation. Ils m'ont donné des vêtements secs, un repas chaud et un canapé pour dormir sans exiger une explication que je n'étais pas prêt à donner. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plusieurs SMS de ma mère. Arrête de faire ton cinéma et rentre à la maison. Ton père ne le pensait pas. Tu bouleverses ta sœur. Et enfin, ne reviens pas avant d'avoir appris à apprécier ta sœur et ce que nous essayons de faire pour elle. Les mains tremblantes, j'ai éteint mon téléphone. Les messages contradictoires étaient assez clairs. Ils voulaient ma présence, mais pas ma voix. Mon soutien, mais pas mes préoccupations. Ma soumission, mais pas mon moi authentique. Les parents de Jake m'ont laissé rester pendant 2 semaines jusqu'à ce que je trouve une chambre abordable à louer près du MIT. J'ai reporté mon premier semestre, sachant que je devais travailler à temps plein pour me constituer un coussin financier plus substantiel. L'atelier informatique m'a offert plus d'heures et j'ai trouvé un autre emploi en tant qu'agent de sécurité de nuit dans un immeuble de bureau, un poste tranquille qui me permettait de coder sur mon ordinateur portable entre les rondes. La blessure était profonde, une douleur constante sous mes activités quotidiennes. Mais sous la douleur, il y avait autre chose, la détermination. Je construirais une vie si solide, si réussie, que je ne serais plus jamais vulnérable à une telle exclusion occasionnelle. Mon premier appartement était à peine plus qu'un placard avec une fenêtre, une toute petite chambre dans un immeuble délabré, que je partageais avec 2 autres gars que j'avais trouvés via un babillard de logement. Marcus était étudiant dans un collège communautaire, étudiant la technologie automobile, et Phil travaillait de nuit à l'hôpital. Entre leurs horaires décalés et mes 2 emplois, nous nous voyions rarement, ce qui me convenait. Le loyer était de $300 par mois, charges comprises, cher pour ce que c'était, mais dans mon budget si je travaillais 50 heures par semaine. Ma routine était éreintante mais ciblée. Les matins et les débuts d'après-midi à l'atelier informatique, les soirées à coder, et les quarts de sécurité de nuit 3 fois par semaine. Je dormais par bloc de 4 heures chaque fois que je pouvais les caser. Le dimanche, mon seul véritable jour de congé, je sombrais dans une quasi-hibernation, ne me réveillant que pour manger et me doucher occasionnellement avant de retomber dans un sommeil épuisé. Ce qui me faisait avancer, c'était l'application que je développais, un système de gestion des stocks rationalisé pour les petites entreprises. Monsieur Grayson me laissait tester les premières versions dans son magasin, fournissant un retour inestimable. 6 mois de travail acharné plus tard, j'avais un produit fonctionnel prêt à être commercialisé. Je l'ai fixé à un prix accessible, $29 par mois, me concentrant sur le volume plutôt que sur les marges élevées. Grâce aux relations de Monsieur Grayson dans la communauté des affaires locales, j'ai obtenu 10 clients le premier mois. Au 3e mois, j'avais 50 utilisateurs et je gagnais assez pour quitter le travail de sécurité et me concentrer sur le support technique et le développement. 8 mois après avoir été mis à la porte de chez mes parents, je me suis officiellement retiré du MIT pour me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat, une décision qui m'a à la fois terrifié et exhilaré. La bourse allait être gaspillée, mais l'éducation formelle me semblait de plus en plus hors de propos pour le chemin que j'étais en train de tracer. Mon tournant est arrivé lors d'une conférence technologique régionale à laquelle j'avais économisé pour assister. Ne pouvant pas me permettre le dîner de réseautage, j'étais en train de faire mes valises pour partir lorsque Sam Rodriguez, fondateur d'une entreprise de logiciels prospères, s'est arrêté à mon modeste stand. Cette interface est propre, a-t-il commenté, jouant avec la démo sur mon ordinateur portable. L'avez-vous codé vous-même? Pendant 20 minutes, Sam m'a interrogé sur les aspects techniques de mon application, le positionnement sur le marché et ma stratégie de croissance. J'ai répondu honnêtement, y compris en admettant là où j'avais des lacunes en matière de connaissances. Gamin, tu as un talent brut, a-t-il dit. Mais tu as besoin de conseils et de capitaux pour évoluer correctement. Sam est devenu mon mentor et mon premier investisseur, injectant $50 000 dans mon entreprise pour une participation de 15%. Un accord, j'en ai pris conscience plus tard, extrêmement généreux compte tenu de mon inexpérience. Plus précieux que l'argent était son orientation, me présentant à des contacts de l'industrie et m'aidant à éviter des erreurs coûteuses. Il y a eu beaucoup d'échecs en cours de route. Mon deuxième produit fut un fiasco complet, coûtant 3 mois de temps de développement et épuisant presque mes réserves de trésorerie. Un employé embauché au début a détourné $8 000 avant que je ne m'en rende compte. Un plantage de serveurs a entraîné la perte de données clients qui ont pris des semaines à reconstruire.
Chaque revers m'a appris des leçons douloureuses mais nécessaires sur les affaires, la technologie et la nature humaine. À 22 ans, j'ai décroché mon premier client majeur, une chaîne d'épicerie régionale qui a adopté mon système d'inventaire dans 12 emplacements. La valeur du contrat était d'un peu plus de 100 000 $ par an, assez pour louer un vrai bureau et embaucher 2 développeurs et un représentant du service client. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai maintenu un style de vie personnel frugal. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, mais j'ai gardé des colocataires. J'ai conduit une voiture d'occasion achetée comptant. Chaque dollar économisé était réinvesti dans l'entreprise ou dans mes économies. L'insécurité financière de mon expulsion de la maison avait laissé des cicatrices qui se manifestaient par une intense frugalité. De temps en temps, par l'intermédiaire de connaissances communes de ma ville natale ou des médias sociaux, j'apercevais des fragments de la vie de ma famille biologique. La carrière de mannequinat d'Amanda semblait consister principalement en des défilés de mode dans des centres commerciaux locaux et des publications Instagram taguées « mannequin » et « béni ». Mes parents continuaient de publier des mises à jour fières sur ces réussites médiocres tout en maintenant un silence radio sur mon existence. Je me disais que leur absence était un cadeau, me libérant de la dynamique toxique qui avait défini mon enfance. Pourtant, les nuits calmes, lorsque le travail était terminé et les distractions épuisées, je me retrouvais parfois à fixer de vieilles photos de famille, me demandant comment des parents de sang pouvaient devenir de tels étrangers. À 26 ans, une application de rencontre m'a mis en contact avec Lindsay Marshall, directrice marketing pour un détaillant de vêtements de taille moyenne. Notre premier rendez-vous a duré 5 heures, la conversation coulant sans effort, des défis professionnels aux souvenirs d'enfance. Je me suis retrouvé à partager prudemment des bribes de mon histoire familiale. Ils l'ont choisi, ai-je expliqué plus froidement que le sujet ne le méritait. À chaque fois, de toutes les manières, ils l'ont choisi. Lindsay a traversé la table et a pris ma main. Leur perte, a-t-elle dit simplement. Contrairement aux relations précédentes où j'avais gardé une distance émotionnelle, avec Lindsay, je me suis retrouvé à m'ouvrir progressivement. Elle n'a ni rejeté ma douleur ni permis qu'elle me définisse. Lorsque je me suis excusé d'avoir trop parlé de mon passé, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ton histoire a fait de toi qui tu es, et il se trouve que j'aime qui tu es. Les parties qui t'ont fait mal sont tout aussi importantes que les parties qui ne l'ont pas fait. 2 ans après le début de notre relation, mon entreprise a atteint 50 employés et a déménagé dans de plus grands bureaux dans un gratte-ciel du centre-ville. Nous avions étendu nos activités au-delà de la gestion des stocks pour proposer des solutions logicielles complètes pour les petites entreprises, avec un revenu annuel approchant les 4 millions de $. J'ai acheté ma première maison, rien d'ostentatoire, mais une confortable maison de 3 chambres dans un bon quartier, avec un espace de bureau dédié. Lindsay s'y est installée, apportant chaleur et personnalité aux pièces que j'aurais laissées spartiates. Nous avons parlé de mariage, d'enfants, de l'avenir que nous voulions construire ensemble. Pour la première fois, j'ai commencé à envisager ma propre famille, une famille basée sur le respect mutuel et l'affection véritable, plutôt que sur la compétition et l'amour conditionnel. Je me suis parfois demandé si mes parents étaient au courant de mon succès. La scène technologique de Boston était suffisamment petite pour que mon entreprise ait été présentée dans des publications commerciales locales. Avaient-ils déjà cherché le nom de leur fils sur Google? Regrettaient-ils leur choix? Je me disais que cela n'avait pas d'importance. J'avais construit cette vie sans eux. Leur approbation ou leur regret étaient hors de propos par rapport à ce que j'étais devenu. Puis est arrivé l'appel qui allait briser mon détachement soigneusement construit et me forcer à confronter la famille que j'avais essayé de laisser derrière moi. La fête du 5e anniversaire de l'entreprise battait son plein, bar ouvert, groupe live, traiteur gastronomique. Les employés et leurs familles se mêlaient aux clients et aux contacts de l'industrie dans la galerie d'art que nous avions louée pour l'occasion. Lindsay avait tout organisé parfaitement, et je faisais le tour, remerciant les membres de l'équipe pour leur contribution à notre succès. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré pendant un tel événement, mais quelque chose m'a poussé à sortir et à répondre. Est-ce Robin Walker? La voix m'était vaguement familière, mais je ne pouvais pas immédiatement la situer. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Marc, ton cousin. Le fils de tante Judith. Marc et moi avions joué ensemble lors de réunions de famille quand nous étions enfants, mais nous avions perdu le contact après le rejet de mes parents. Son appel était si inattendu qu'il m'a fallu un moment pour le comprendre. Marc, salut. Ça fait longtemps. Écoute, je ne suis pas sûr de devoir appeler,
mais il y a des problèmes familiaux. Des problèmes graves. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Quel genre de problème? Tes parents ont hypothéqué leur maison à nouveau, ont retiré tout l'argent qu'ils pouvaient obtenir. Ils ont tout donné à Amanda pour une opportunité d'investissement en Europe. Elle est partie il y a 2 semaines avec l'argent. Maintenant, elle ne répond plus à leurs appels et ses comptes de médias sociaux ont disparu. Le nœud dans mon estomac s'est serré. Combien d'argent? Tout ce qu'ils avaient. La maison, les comptes de retraite, les cartes de crédit au maximum. Maman dit que c'est près de 400 000 $. Je me suis appuyé contre le mur de briques de la galerie, luttant pour traiter cette information. Après toutes ces années de dévotion aveugle, Amanda avait apparemment pris leur argent et s'était enfuie. Une partie de moi avait envie de rire de la justice cosmique. Une plus grande partie ressentait une pointe de préoccupation indésirable pour les personnes qui m'avaient jeté. « Pourquoi me dis-tu cela ?» ai-je demandé à Marc. Ils sont dans le déni en ce moment. Ils trouvent encore des excuses pour elle. Mais ils vont perdre la maison, Robin. Ils n'ont plus rien, je pense. J'ai pensé que tu devais savoir. Merci d'avoir appelé, ai-je dit machinalement, mettant fin à la conversation aussi rapidement que possible. De retour dans la galerie, Lindsay a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai attendu d'être à la maison pour lui parler de l'appel de Marc et de mes sentiments partagés. Ils ont fait leur choix, ai-je dit, arpentant notre salon. Ils l'ont choisi plutôt que moi à chaque tournant. Maintenant, elle leur a tout pris. C'est presque poétique. Lindsay m'a regardé attentivement. Qu'est-ce que tu penses faire? Rien. Pourquoi ferais-je quelque chose? Ils m'ont mis à la porte. Ils ne m'ont pas contacté depuis 12 ans. Parce que malgré tout, ce sont toujours tes parents, a-t-elle dit doucement. Et je te connais. Tu vas te torturer à te demander s'ils vont bien. Elle avait raison, bien sûr. Même après une nuit agitée, je ne pouvais pas chasser la situation de mon esprit. J'ai décidé d'enquêter à distance plutôt que de contacter mes parents directement. J'ai engagé David Mercer, un détective privé recommandé par le consultant en sécurité de mon entreprise. Ses instructions étaient simples, localiser Amanda en Europe, déterminer ce qu'elle avait fait de l'argent, et évaluer la situation financière de mes parents sans les alerter de mon implication. 2 semaines plus tard, Mercer a livré son rapport. Amanda vivait à Monaco, photographiée sur des yachts et dans des casinos avec une rotation d'hommes âgés fortunés. Il n'y avait aucun signe d'investissement commercial, juste des achats de luxe, des hôtels 5 étoiles et des clubs exclusifs. Pendant ce temps, mes parents avaient reçu leur premier avis de saisie. Mon père essayait de trouver un travail mieux rémunéré à 61 ans, tandis que ma mère avait pris un 2e emploi dans un grand magasin. Le détail le plus révélateur du rapport de Mercer était une conversation qu'il avait surprise chez eux, se faisant passer pour un consultant hypothécaire. Lorsqu'il a suggéré gentiment qu'Amanda aurait pu les induire en erreur, ma mère est devenue défensive. Elle est en train de se faire des relations importantes, a-t-elle insisté. Ces choses prennent du temps dans le monde de la mode. L'investissement sera bientôt rentable. Ils étaient toujours dans le déni. Toujours en train de choisir de croire en Amanda, malgré les preuves accablantes de sa trahison. J'ai décidé d'aider anonymement par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai proposé de racheter leur 2e hypothèque auprès de la banque à un prix réduit, puis de restructurer les paiements pour les rendre gérables. Lorsque l'avocat a révélé la source des fonds, mes parents ont rejeté l'arrangement catégoriquement. Dites-lui que nous n'avons pas besoin de sa charité, aurait dit mon père. Notre fille va nous envoyer de l'argent bientôt. 3 jours plus tard, mon père a subi une crise cardiaque mineure, due au stress, selon les sources hospitalières de Mercer. Ma mère s'est mise sur les médias sociaux avec des publications larmoyantes sur les difficultés familiales et la malchance, se dépeignant comme des victimes des circonstances plutôt que de leur propre choix. Pourtant, pas une seule fois ils ne m'ont contacté directement, moi, leur fils, qui vivait à moins de 30 km. La fierté, la honte, ou une combinaison toxique des deux, les empêchait de reconnaître leur situation désespérée à l'enfant qu'ils avaient écarté. Amanda, pendant ce temps, les avait complètement ghostés. Ces médias sociaux se sont réactivés, mais toutes les publications provenaient désormais de lieux exotiques, sans mention de ses parents ou de leur investissement. Quand ils ont réussi à la joindre sur un nouveau numéro de téléphone, elle a promis de virer de l'argent la semaine suivante avant de changer à nouveau de numéro. La saisie bancaire a progressé et une date de vente a été fixée.
Mercé a rapporté que mes parents liquidaient des meubles et des effets personnels sur des places de marché en ligne. Les publications de ma mère sont devenues de plus en plus désespérées, faisant vaguement référence à la nécessité d'un « miracle », sans préciser leurs circonstances. Lindsay et moi avons eu de nombreuses conversations difficiles pendant cette période. Elle soutenait quelle que soit la décision que je prenais, mais s'inquiétait du coût émotionnel de reprendre contact avec la famille qui m'avait fait si profondément souffrir. Si tu les aides, a-t-elle averti, fixe des limites claires. Ils n'ont pas changé juste parce qu'ils subissent les conséquences de leurs actions. J'ai fait en sorte qu'un autre avocat leur propose un petit appartement dans un quartier décent, sans loyer pendant 6 mois. Encore une fois, lorsqu'ils ont appris que j'étais derrière l'offre, ils ont refusé. Nous ne voulons rien de lui, a dit ma mère à l'avocat. Il a abandonné cette famille il y a des années. Nous avons une vraie fille qui se soucie de nous. Ce rejet, ironiquement, m'a apporté la clôture dont j'avais besoin. J'avais offert de l'aide 2 fois, et 2 fois ils avaient choisi leurs illusions plutôt que la réalité. J'ai informé Mercé d'arrêter de surveiller la situation et j'ai essayé de tourner la page. Pendant près d'1 an, je n'ai plus entendu parler de mes parents. Lindsay et moi nous sommes fiancés, planifiant un petit mariage pour le printemps suivant. L'entreprise a continué de croître, s'étendant sur de nouveaux marchés et embauchant des dizaines d'employés supplémentaires. La vie avançait. Puis est arrivé le mardi soir pluvieux qui allait boucler la boucle. La sonnette a retenti à 8h45, par une misérable soirée de novembre. La pluie tambourinait contre les fenêtres et le vent hurlait à travers les arbres de notre cour. Lindsay et moi regardions un film, blottis sous des couvertures avec des bols de pop-corn, lorsque le bruit inattendu a interrompu notre soirée tranquille. « Est-ce que nous attendons quelqu'un » ai-je demandé, sachant déjà que non. Lindsay a secoué la tête alors que j'ai mis le film en pause à contre-cœur et que je me suis dirigé vers la porte. À travers le Judas, j'ai vu 2 silhouettes recroquevillées sous la lumière du porche. Un homme plus âgé, aux épaules courbées, et une femme aux cheveux gris collés par la pluie. Quelque chose dans leur posture a suscité la reconnaissance avant même que je ne distingue leur visage, mes parents. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Puis, avec une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte. 12 ans les avaient dramatiquement vieillis. La présence autrefois autoritaire de mon père avait diminué, sa grande silhouette maintenant courbée et fragile. L'apparence soigneusement entretenue de ma mère avait cédé la place à une fatigue visible, des lignes profondes gravées autour de sa bouche baissée. Les deux avaient l'air complètement trempés et profondément vaincus. « Robin » a dit ma mère, sa voix se brisant légèrement. « Nous avons besoin de te parler. »« Comment avez-vous trouvé mon adresse » ai-je demandé, ne les invitant pas à entrer, mais ne les renvoyant pas non plus explicitement. « Marc nous l'a donnée » a admis mon père. « S'il te plaît, fils, juste quelques minutes de ton temps. » Lindsay est apparue à côté de moi, sa main trouvant la mienne en signe de soutien silencieux. « Voici Lindsay, ma fiancée » ai-je dit. « Lindsay, voici mes parents, Richard et Diana Walker. » Après un bref échange de politesse maladroit, j'ai reculé à contre-cœur, les laissant entrer dans le vestibule. Ils se tenaient dégoulinant sur le parquet, observant la maison que j'avais construite sans eux, l'art sur les murs, les meubles confortables, les signes évidents de succès et de stabilité. « Tu as une belle maison » a offert ma mère timidement. « Merci. Pourquoi êtes-vous ici » Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons eu quelques revers financiers. La maison a été saisie le mois dernier. Je sais, ai-je dit simplement. Tu sais. Ma mère a semblé surprise. Boston n'est pas une si grande ville. Un silence inconfortable a suivi alors qu'ils comprenaient les implications, j'étais au courant de leur situation, mais je ne les avais pas contactés. Lindsay a suggéré qu'il voudrait peut-être se sécher et a proposé de faire du café. Une fois assis dans le salon avec des tasses fumantes, toute l'histoire a émergé par petites étapes, avalant la fierté. Ils vivaient dans leur voiture depuis 2 semaines, restant dans divers parkings et s'offrant occasionnellement une chambre de motel lorsque le temps était particulièrement mauvais. Mon père avait trouvé un travail temporaire dans une quincaillerie, mais l'avait perdu après avoir manqué des quarts de travail en raison de sa santé. L'emploi de ma mère au grand magasin couvrait à peine l'essence et la nourriture. Nous avons tout essayé, a-t-elle dit, les mains serrées autour de sa tasse de café comme si elle en tirait de la chaleur. Ta tante Judith nous a laissé rester un moment, mais son mari, enfin, ils n'ont pas la place à long terme. Et Amanda, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse.
Le visage de mon père s'est assombri. Elle a tout pris. Toutes nos économies, la valeur nette de la maison. Elle a promis que c'était pour un investissement d'agence de mannequinat, qu'elle triplerait notre argent dans les 6 mois. Et vous l'avez cru. C'est notre fille, a dit ma mère sur la défensive, puis elle s'est rattrapée lorsque l'ironie de ses paroles lui est apparue. Je veux dire, nous pensions pouvoir lui faire confiance. Comme vous m'avez fait confiance? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Mon père a tenté ce que j'ai supposé être des excuses. Nous avons fait des erreurs, Robin. Nous le voyons maintenant. La famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles. La déclaration sonnait creux, se concentrant sur leurs besoins actuels plutôt que sur leurs actions passées. J'ai remarqué ma mère examinant le salon, ses yeux s'attardant sur le grand téléviseur et les meubles modernes. Tu as l'air de t'en être bien sorti, a-t-elle observé. Cette maison a dû coûter une fortune. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, ai-je répondu calmement. Ta sœur aurait pu réussir aussi, si elle avait eu le bon soutien, a murmuré mon père. Cette agence a profité d'elle. Lindsay, qui observait tranquillement, a levé un sourcil face à cet aveuglement persistant. J'ai serré sa main en appréciant sa retenue. Que attendez-vous exactement de moi, ai-je demandé directement. Ma mère s'est tortillée inconfortablement. Nous pensions. Peut-être pourrions-nous rester ici un moment. Juste le temps de nous remettre sur pied. Ta maison est certainement assez grande. Nous sommes de la famille, a ajouté mon père, comme si ce seul mot devait effacer 12 ans d'absence. L'audace était à couper le souffle. Aucune véritable reconnaissance de la façon dont il m'avait traité. Aucune excuse sincère, juste l'attente que je les accueillerais à bras ouverts maintenant que leur enfant chéri les avait abandonnés. C'est beaucoup à traiter, ai-je dit prudemment. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Nous pourrions aider dans la maison, a rapidement proposé ma mère. J'ai remarqué que ta cuisine aurait besoin d'être organisée. Lindsay s'est raidie à côté de moi, et j'ai ressenti une vague de colère protectrice face à la critique implicite de notre foyer. J'ai suggéré qu'ils passent la nuit dans notre chambre d'amis, donnant à chacun le temps de se reposer et de réfléchir aux prochaines étapes. Alors que Lindsay préparait la chambre, mes parents ont continué à faire des commentaires qui révélaient leur perspective inchangée. Si seulement tout le monde avait soutenu Amanda correctement, a déploré mon père en examinant l'article encadré sur mon entreprise au mur. Elle avait de vraies relations dans l'industrie. Ces agents de mannequinat promettaient de si gros rendements, a ajouté ma mère. Comment étions-nous censés savoir qu'ils n'étaient pas légitimes? Pendant le dîner, un simple plat de pâtes que Lindsay a rapidement préparé, mon père a fait une remarque désinvolte qui a finalement brisé mon sang-froid. Tu as toujours été pratique, Robin. Pas créatif et visionnaire comme ta sœur, mais stable. Je suppose que ça a bien tourné pour toi. Lindsay a posé sa fourchette avec une attention délibérée. Robin a bâti une entreprise valant plusieurs millions de dollars à partir de rien. Il emploie plus de 70 personnes. Son pragmatisme a changé des vies et créé de la valeur d'une manière que la vision de votre fille n'a jamais fait. Mon père a rougi. Je ne voulais pas dire. Je pense. J'ai interrompu. Il est temps pour tout le monde de se reposer. Nous pourrons en parler davantage demain. Cette nuit-là, Lindsay et moi avons eu une conversation intense à voix basse dans notre chambre. Ils n'ont pas changé, a-t-elle observé. Ils idéalisent toujours Amanda et te minimisent, même après tout ce qu'elle leur a fait. Je sais, ai-je soupiré. Mais ils dorment dans leur voiture, Lindsay. Quoi qu'ils aient fait, je ne peux pas simplement les jeter à la rue. Tu es une meilleure personne qu'ils ne le méritent, a-t-elle répondu, m'embrassant sur le front. Au matin, le commentaire de ma mère sur le choix de carrière de Lindsay, suggérant que c'était agréable qu'elle ait un travail de loisir, alors qu'elle avait un fiancé qui réussissait, a été la goutte d'eau. J'ai demandé à Lindsay de me laisser seule avec mes parents, puis j'ai calmement demandé qu'ils partent. Partir, a répété ma mère, incrédule. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est pas vraiment mon problème, ai-je répondu. Mais je ne vous laisserai pas manquer de respect à Lindsay dans notre maison. Nous sommes tes parents, a protesté mon père. Tu ne peux pas simplement nous jeter dans le froid. L'ironie de sa déclaration planait dans l'air entre nous, non reconnue par quiconque d'autre que moi. Je vais vous aider à trouver un endroit où rester, ai-je dit finalement. Mais ce ne sera pas ici. Nous parlerons demain de ce à quoi cette aide pourrait ressembler.
Alors qu'ils rassemblaient leurs quelques affaires, leur choc de ne pas recevoir un sauvetage financier immédiat était palpable. Ils étaient venus s'attendre à ce que le fils qu'ils avaient écarté leur apporte un salut instantané, sans excuse, sans croissance, sans même une courtoisie de base envers la femme que j'aimais. Le schéma d'abus de droit toxique est resté inchangé, même quand il ne leur restait plus que les vêtements sur le dos. Cette nuit-là fut l'une des plus longues de ma vie. Lindsay et moi avons parlé jusqu'à 3 heures du matin, pesant les options, examinant mes obligations, s'il y en avait, envers les personnes qui m'avaient éjecté de leur vie, et discutant de ce à quoi pourraient ressembler des limites saines. Tu ne leur dois rien, m'a rappelé Lindsay à plusieurs reprises. Mais je sais que tu vas te torturer si tu ne fais rien. Je ne peux pas être comme eux, ai-je admis. Je ne peux pas simplement leur tourner complètement le dos. Alors aide selon tes conditions, pas les leurs. Au matin, j'avais un plan qui offrirait une assistance véritable tout en protégeant mon propre bien-être. J'ai fait des recherches sur des options de logement abordables pour personnes âgées, j'ai parlé à un conseiller financier spécialisé dans les crises à l'âge de la retraite, et j'ai fait quelques appels préliminaires à des employeurs potentiels prêts à envisager des travailleurs plus âgés. J'ai rencontré mes parents dans un restaurant près du motel où j'avais payé pour qu'ils passent la nuit précédente. L'expression de mon père était froide et défensive. Celle de ma mère alternait entre blessée et calculatrice. Tous deux s'attendaient clairement à ce que j'offre notre maison après avoir réfléchi. J'ai pris des décisions sur la façon dont je peux aider, ai-je commencé après que nous ayons commandé du café. Je suis prêt à vous louer un petit appartement pendant 3 mois, et à vous aider à vous remettre sur pied. Le visage de ma mère s'est illuminé, jusqu'à ce que je continue. Il y a des conditions. Vous devrez assister à des séances de conseil financier que j'organiserai et paierai. Vous devrez tous les deux trouver des emplois. J'ai quelques pistes pour des postes adaptés à votre expérience et à votre âge, et vous devrez créer un budget durable avec l'aide du conseiller. Des conditions. La voix de mon père s'est élevée. Nous ne sommes pas des enfants, Robin. Nous n'avons pas besoin que tu contrôles nos vies. Ce ne sont pas des contrôles, ce sont des limites, ai-je répondu calmement. J'offre une aide qui favorise l'indépendance, pas la dépendance. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant, a interrompu ma mère en larmes. C'est cruel, Robin. Nous sommes ta famille. Nous avons besoin que tu t'occupes de nous maintenant. Vous m'avez mis à la porte à 18 ans avec un sac à dos, lui ai-je rappelé, gardant ma voix stable. Vous avez vidé mon fonds universitaire pour les fantasmes de mannequinat d'Amanda. Vous ne m'avez pas contacté depuis 12 ans. Et lorsque vous êtes finalement venu me voir, ce n'était que parce que vous aviez besoin de quelque chose. Nous avons fait des erreurs, a admis mon père à contre-cœur. Mais nous le reprocher maintenant est juste vindicatif. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je expliqué. Il s'agit de briser des schémas malsains. J'offre une aide réelle, plus que ce que vous m'avez offert. Mais je ne vais pas encourager les comportements qui vous ont mené à cette situation. Les larmes de ma mère se sont transformées en colère. Je dirai à toute la famille comment tu nous traites. Tes cousins, tes tantes et tes oncles, ils sauront tous que tu as laissé tes parents âgés lutter, tout en vivant dans le luxe. Dites-leur ce que vous voulez, ai-je répondu, me surprenant par le peu d'effet que sa menace avait sur moi. La plupart d'entre eux savent déjà ce qui s'est passé il y a 12 ans. Nous avons tourné en rond pendant près d'1 heure. Ils voulaient un soutien illimité sans responsabilité. J'ai tenu bon sur mon offre structurée. Finalement, confrontés à la réalité de retourner dans leur voiture ou d'accepter mes conditions, ils ont accepté à contre-cœur. 3 mois dans un appartement que je louerai pour vous. Conseil financier, aide à la recherche d'emploi. C'est mon offre. Prenez-la ou laissez-la. Très bien, a marmonné mon père. Nous n'avons pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Le lendemain, j'ai signé un bail de 3 mois pour un modeste appartement d'une chambre dans un quartier sûr. J'ai acheté des meubles de base, de la vaisselle de cuisine et des provisions pour qu'ils puissent commencer. J'ai organisé un service internet afin qu'ils puissent chercher des emplois et j'ai payé les services publics à l'avance. La conseillère financière, Maria Gonzalez, était à la fois compatissante et sans détour. Elle rencontrerait mes parents chaque semaine pour établir des budgets, des stratégies de gestion de la dette et des objectifs financiers réalistes. J'ai également organisé des entretiens d'embauche pour eux deux, mon père dans un magasin de rénovation domiciliaire qui avait besoin de personnel expérimenté, ma mère dans une librairie locale avec des heures flexibles. Lors de notre premier point de contrôle hebdomadaire, les rapports étaient mitigés.
Mes parents avaient respecté leur rendez-vous de conseil financier, mais s'étaient plaints tout au long de l'humiliation de devoir justifier chaque dollar. Mon père avait annulé son entretien d'embauche, affirmant que le poste était en dessous de quelqu'un avec son expérience en gestion. Ma mère avait assisté à son entretien, mais avait fait des remarques désobligeantes sur le salaire proposé. Semaine après semaine, ce schéma a continué. Il faisait le minimum requis pour conserver l'appartement, mais résistait à toute opportunité de changement véritable. Il se plaignait de la taille de l'appartement, du quartier, des restrictions financières. Chaque conversation tournait autour de la façon dont les choses seraient plus faciles si seulement j'aidais, correctement, en leur donnant de l'argent sans condition. Il n'essaie même pas, ai-je dit à l'INSEE après un appel téléphonique particulièrement frustrant. Ils pensent toujours qu'Amanda va réapparaître soudainement avec tout leur argent. L'INSEE, qui avait maintenu une distance réfléchie de la situation, a offert une perspective qui a changé ma façon de penser. Peut-être qu'il ne s'agit pas de vengeance, ni même de leur donner une leçon, a-t-elle suggéré. Peut-être s'agit-il de leur donner la chance de grandir qu'ils ne t'ont jamais donnée. Qu'ils la saisissent ou non, c'est leur choix. Ces mots m'ont aidé à voir mes efforts différemment. Je ne punissais pas mes parents. Je leur offrais l'opportunité de la dignité et de l'autonomie. Le fait qu'ils aient résisté à ce cadeau en disait plus sur eux que sur mon approche. Au bout de 2 mois, de petits changements ont commencé à apparaître. Mon père, à court d'excuses et d'options, a pris un poste de sécurité de nuit dans un immeuble de bureau, ironiquement similaire au travail que j'avais exercé après avoir été mis à la porte. Ma mère a commencé à temps partiel au comptoir de la charcuterie de l'épicerie, bien qu'elle appelait fréquemment pour se dire malade lorsque les heures matinales ne lui convenaient pas. Il faisait des progrès minimes lorsque l'inattendu s'est produit, Amanda a refait surface. Une connaissance mutuelle a signalé avoir vu ses publications Instagram depuis Los Angeles, affirmant qu'elle lançait une marque de style de vie. Mes parents ont immédiatement abandonné leur progrès naissant, convaincus que leur enfant chéri était revenu pour les sauver. Elle est de retour au pays, a annoncé ma mère avec enthousiasme lors de notre appel hebdomadaire. Elle dit que les investisseurs européens sont tombés à l'eau, mais elle a de nouvelles relations en Californie. Elle a besoin que nous venions l'aider avec le lancement de son entreprise. Quelle entreprise, ai-je demandé, sceptique. Quelque chose avec l'influence sur les médias sociaux et l'approbation de produits, a expliqué mon père vaguement. C'est une vraie opportunité cette fois. Malgré mes avertissements, ils ont vidé leur maigre compte d'épargne et ont abandonné l'appartement pour s'envoler pour Los Angeles avec des billets aller simples. Amanda avait promis de les installer une fois arrivés. 2 mois se sont écoulés sans un mot. Puis est venu un appel désespéré tard dans la nuit, depuis un téléphone public. Elle est repartie, a dit mon père, sa voix vide. Nous sommes arrivés, et elle nous a laissé rester dans son appartement pendant 2 semaines. Elle a pris le dernier de notre argent pour une licence commerciale et a disparu. Le propriétaire nous a expulsés quand le loyer n'a pas été payé. Ils dormaient dans des refuges pour sans-abri, se relayant pour que leurs quelques biens restants ne soient pas volés. Ma mère avait développé une toux persistante due aux conditions. Mon père semblait complètement brisé. J'ai pris l'avion pour Los Angeles le lendemain et je les ai trouvés à l'adresse qu'ils avaient fournie, un refuge délabré dans un quartier dangereux. Ils avaient l'air encore pire que lorsqu'ils étaient apparus sur mon pas de porte des mois plus tôt, mal lavés, mal nourris et vaincus. De retour à Boston, j'ai organisé une dernière forme d'aide. Je les ai rencontrés dans un café près de mon bureau, un dossier de papier entre nous sur la table. Ceci est ma dernière offre, ai-je dit sans préambule. J'ai trouvé un petit studio et j'ai payé 6 mois de loyer à l'avance. J'ai organisé des entretiens dans 3 endroits différents, prêts à vous embaucher malgré votre âge et votre historique de travail irrégulier. J'ai inclus les coordonnées des services sociaux qui peuvent vous aider avec le logement à long terme et les soins médicaux. J'ai glissé le dossier sur la table. Après cela, j'ai terminé. Non pas parce que je veux me venger, mais parce que continuer à vous sauver n'aide ni l'un ni l'autre. Mon père a fixé le dossier pendant un long moment. Quand il a finalement levé les yeux, quelque chose avait changé dans son regard. Nous avons vraiment gâché les choses avec toi, n'est-ce pas, a-t-il dit doucement. Toutes ces années. C'était la première reconnaissance véritable que j'avais entendue de sa part. Oui, ai-je répondu simplement. Vous l'avez fait. J'étais tellement convaincu qu'Amanda était spéciale, qu'elle avait juste besoin de la bonne opportunité, a-t-il poursuivi. Je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant moi depuis le début. Ma mère a tendu la main à travers la table, sa main s'arrêtant juste avant de toucher la mienne.
Nous avons eu tort de te mettre à la porte cette nuit-là. Tort sur tellement de choses. Je n'attends pas que tu nous pardonnes, mais je suis désolé, Robin. Vraiment désolé. Les excuses que j'avais autrefois tant désirées semblaient maintenant presque anecdotiques. J'avais construit une vie sans leur approbation ni leur amour. Leur reconnaissance, bien que guérissante d'une certaine manière, ne pouvait pas annuler les années de rejet. Merci de dire cela, ai-je répondu après un moment. J'espère que vous utiliserez cette opportunité pour construire quelque chose de durable. Pas pour moi, mais pour vous-même. Nous nous sommes séparés avec une trêve fragile, pas une réconciliation, pas un pardon, mais peut-être le début d'un respect mutuel. Je leur avais donné les outils pour reconstruire. Le fait qu'ils les utilisent était leur choix. 1 an plus tard, mon père a appelé avec une nouvelle inattendue. Il avait été promu chef d'équipe à la quincaillerie où il travaillait régulièrement depuis qu'il avait accepté ma dernière offre d'aide. Ma mère avait conservé son poste dans une petite boulangerie et avait récemment commencé à suivre des cours de comptabilité au collège communautaire. Ils avaient déménagé du studio que j'avais sécurisé dans un appartement d'une chambre qu'ils avaient trouvé eux-mêmes, modeste mais propre, et dans leur budget. Ils vivaient, pour la première fois peut-être dans leur vie d'adulte, selon leurs moyens et planifiaient leur avenir plutôt que de fantasmer sur des aubaines miraculeuses. Nous ne sommes pas riches, a reconnu mon père lors de l'un de nos appels téléphoniques maintenant mensuels. Mais nous nous en sortons seuls. Ça veut dire quelque chose. La transformation n'était ni immédiate ni complète. Il mentionnait encore occasionnellement Amanda, bien que la mythologisation ait cessé. Ils avaient accepté, enfin, qu'elle les avait utilisés et abandonnés, tout comme ils m'avaient autrefois écarté. Lindsay et moi avons accueilli notre premier enfant, une fille nommée Elisa, ce printemps-là. Après de nombreuses discussions, nous avons invité mes parents à nous rendre visite, leur première fois dans notre maison depuis cette nuit pluvieuse d'il y a 2 ans. Les retrouvailles ont été maladroites, mais paisibles. Ils ont apporté une couverture faite à la main pour le bébé et se sont comportés comme des invités respectueux plutôt que des membres de la famille ayant droit. Elle est belle, a murmuré ma mère, tenant Elisa avec précaution. Vous allez être des parents merveilleux. Nous allons l'aimer inconditionnellement, ai-je répondu, de manière significative. Et nous allons célébrer qui elle devient, pas qui nous voulons qu'elle soit. Ma mère a hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est exactement ça. Alors qu'ils se préparaient à partir après leur brève visite, mon père m'a tiré à part. Je veux que tu saches quelque chose, a-t-il dit, la voix éraillée par l'émotion. Ce que tu as fait, fixer ses limites, refuser de simplement nous tirer d'affaire. C'était la bonne chose à faire. Ça nous a forcés à grandir, même à notre âge. Je suis content que cela ait aidé, ai-je répondu, quelque peu surpris par sa perspicacité. La meilleure vengeance que tu aies eue n'était pas de nous laisser sans abri, a-t-il continué pensivement. C'était de devenir une meilleure personne que celle que nous t'avons appris à être. Ces paroles sont restées avec moi longtemps après leur départ. En refusant de les abandonner comme ils m'avaient abandonné, en offrant une aide structurée plutôt que d'encourager leur dysfonctionnement, j'avais en effet trouvé quelque chose de plus satisfaisant que la vengeance. J'avais brisé un cycle familial de favoritisme et d'amour conditionnel. Lindsay et moi parlions souvent des leçons que nous avions apprises de ce chapitre douloureux. Alors qu'Elisa grandissait et que nous envisagions d'avoir plus d'enfants, nous restions vigilants contre le favoritisme inconscient ou l'affection conditionnelle. Chaque enfant doit savoir qu'il est valorisé exactement pour ce qu'il est, disait Lindsay, regardant notre fille explorer son monde avec une curiosité intrépide. Pas pour ce qu'il accomplit ou comment il nous fait paraître, ajoutai-je, pensant à tous les trophées du salon des sciences qui n'avaient jamais valu l'admiration véritable de mes parents. Amanda refaisait surface occasionnellement sur les médias sociaux, toujours avec une nouvelle entreprise, un nouveau look, un nouveau personnage. Elle n'a plus jamais contacté nos parents, à ma connaissance. J'éprouvais de la pitié plutôt que de la satisfaction face à son apparente incapacité à former des liens durables ou à bâtir quoi que ce soit de substantiel. Ma relation avec mes parents a évolué vers quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Pas proche, pas chaleureuse, mais respectueuse et occasionnelle. Ils avaient gagné une place à la périphérie de ma vie grâce à leur croissance tardive, et non par un droit biologique. Ils nous rendaient visite 3 ou 4 fois par an, toujours en tant qu'invités, plutôt que comme des membres de la famille présomptueux. L'entreprise continuait de prospérer. Lindsay et moi avons accueilli un deuxième enfant, un fils. Nous avons construit une vie centrée sur la connexion véritable, le soutien mutuel et l'amour inconditionnel,
tout ce qui avait manqué à mon foyer d'enfance. En repensant au voyage, de cette nuit pluvieuse avec mon sac à dos à la vie que je menais maintenant, j'ai réalisé qu'aider mes parents à se reconstruire avec dignité avait en effet été plus satisfaisant que l'abandon ne l'aurait été. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que cela m'a permis de rester fidèle à mes propres valeurs, plutôt que d'adopter les leurs. La vraie vengeance n'était pas du tout une question de punition. Il s'agissait de libération, la liberté par rapport au schéma toxique, la liberté de créer de nouveaux schémas.